Bonsoir à tous et merci de suivre le grand rendez-vous et de nous rejoindre bien sûr à la deuxième heure du soir. C'est l'heure du grand rendez-vous sur BB24 avec 4 plateaux plus le journal. Les détails, c'est après la météo. Oui, un coucou spécial à tous nos téléspectateurs de Glazoué. Ce soir, sur le grand rendez-vous, on parle de la culture ou de l'élevage des espèces vivantes dans l'eau, en milieu aquatique. Alors, beaucoup en font leur activité aux sources de revenus. Il s'agit bien sûr de l'aquaculture. Et si vous avez donc des difficultés à optimiser le rendement de votre exploitation aquacole, suivez-nous tout à l'heure sur Monde Agricole pour avoir quelques techniques. Alors, que votre alimentation soit votre médicament. Cette accession demande à ce qu'on mange sain et l'alimentation saine est une technique de prévention contre plusieurs maladies, dont le cancer. Ce soir, un nutritionniste nous apprend comment manger pour lutter contre le cancer du sein. Soyez donc au rendez-vous, chères dames, pour donc avoir ces techniques-là. Nous allons parler de l'enfant africain ce soir sur Autant Savoir, 3e numéro de la semaine. Oui, juste une seule question et vous allez comprendre l'angle qu'on aborde concernant bien sûr l'enfant africain. Et si on leur donnait la parole? Ah oui, que nous dirons vraiment ces enfants africains? Soyez donc au rendez-vous tout à l'heure sur Autant Savoir pour en savoir davantage. Et puis, on parlera bien sûr de coaching. Nous sommes mercredi sur le grand rendez-vous et donc conflit en milieu professionnel. Nous allons apprendre à adopter la stratégie gagnante, c'est-à-dire cette stratégie-là qui amène donc à désamorcer la situation, à ramener l'harmonie entre collègues, l'harmonie en milieu professionnel. C'est de cela que nous allons parler tout à l'heure avec l'expert de ce grand rendez-vous qui vous offre le journal à 19h45 exactement. Et ce soir, à la présentation, Nadège Sani. Bonsoir. Bonsoir, Assioum. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45. On aura quoi au menu? Merci à vous, Assioum. Plus de 100 000 candidats composent depuis ce lundi pour la session 2019 du baccalauréat. Une équipe de la rédaction est allée au CEG Godomé pour le constat. Quelles sont les raisons de la baisse de l'effectif des candidats au bac depuis 2016? Le directeur de l'office du bac répond à cette préoccupation de la rédaction. Et puis, la campagne en ligne Girl Get Equal a été lancée par le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders et plan international Bénin. C'est une initiative qui vise la promotion et la protection des droits des filles.
Ah oui, les droits des filles, on parle également droits de l'enfant aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Nadège Sandi. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45 pour le développement de ces titres, hein, c'est ça? Bien sûr, assurément. Avant de partir, permettez-moi de vous dire que vous avez une belle chemise ce soir. Merci, Assioum. Vous avez également une très belle tenue sur ce plateau. Ah oui, ben, merci beaucoup à vous pour les compliments. Ah oui, quand une femme le dit, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas? Vous comprenez, alors, chers téléspectateurs, nous allons ouvrir tout de suite les plateaux. On commence par Monde agricole. Oui, Monde agricole, aujourd'hui on parle élevage, mais élevage particulier. On parle de quoi? De l'élevage des espèces qui vivent dans l'eau, dans le milieu aquatique. On parle bien sûr de l'aquaculture ce soir. Et puis, nous allons vous offrir des techniques pour optimiser votre exploitation aquacole. Si vous êtes vraiment éleveur de poissons, éleveur d'autres espèces, pourquoi pas, des crustacés et autres. Rendez-vous tout à l'heure avec Josia Dossou-Boudjredou, qui est aussi un aquacultivateur. On peut le dire comme ça, hein, je pense, oui, parce qu'il élève des poissons aussi, lui. C'est un aquacultivateur. Alors, on allons suivre d'abord l'élément signé Marcel Betorjo. On revient en plateau après. Aquaculture, un ensemble d'activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. Ici, nous sommes dans l'arrondissement de Paou, plus précisément sur le lac Tao. Un groupe de jeunes s'attelle chaque jour à développer ce site d'aquaculture. Nous sommes ici sur un site de l'aquaculture. Nous faisons les deux formes d'aquaculture. On a l'aquaculture intégrée et l'aquaculture extensive. Nous avons au total 36 cages ici, donc réparties par des numéros. Nous avons deux formes de tilapia ici. Il y a le blanc et le rouge. Et nous avons aussi le crayal que nous élevons, qu'on appelle l'enfant aboli. Et nous avons aussi le mâchoiron. Ça veut dire qu'on a trois types d'espèces que nous élevons ici. La gestion d'une exploitation apicole nécessite des dispositions au préalable. Pour mettre en place une entreprise de l'aquaculture, il faut d'abord acheter les outils dont tu as besoin pour confectionner la cage. Après avoir payé les filets, il faut aller voir ceux qui vendent les fers et payer les fers. Et puis après maintenant tu iras voir le soudeur pour confectionner la cage. Après avoir confectionné la cage, il te faut aussi des bidons maintenant. Après maintenant il y a des spécialistes qui sont chargés pour l'attachement des bidons. Les exigences écologiques représentent aussi un gros défi dans la réussite de l'aquaculture. On a choisi ce site parce qu'on a étudié le lac. Donc les critères, l'eau là n'est pas salée. Donc on a aussi étudié la profondeur, on a regardé s'il y a du bas-fond en bas. Donc on a étudié et c'est uniquement du sable qu'il y a au fond. Donc la hauteur du lac ici, c'est à peine 5 mètres. Le fonctionnement d'un site piscicole est spécifique et bien élaboré. Pour le commencement, il faut d'abord des personnels qui a une maîtrise de l'eau. Après maintenant, il te faut des bacs pour débarquer ceux qui vont venir les visiter et ceux qu'on sort. Pour le fonctionnement, tous les matins, on vient nourrir les poissons. S'il y a des casses ou des mortalités, on essaie d'enlever ça dans la cage. On a des gens qui produisent des alevins. Après avoir empoisonné les alevins, on attend 3 jours pour éviter les pertes. Durée de vie, c'est 6 mois au maximum. En ce qui concerne la sécurité, on n'a pas de gendarmes ou policiers qui viennent faire des choses là. Contrôle sur les lacs. On n'a jamais vu ça. Donc c'est nous-mêmes qui décidons de prendre des gardiens. Ils travaillent à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. En dehors des mesures de sécurité peu adéquates soulignées par les aquaculteurs, se pose aussi un problème de financement.
Retour en plateau avec Monsieur Josiah Dossou Boudjrenou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, une fois encore, de retrouver le plateau du grand rendez-vous. Bien sûr. Et cette fois-ci dans le monde agricole. Oui, Souvent, voilà. c'était sur la rubrique nature et bien-être, mais environnement. Bien sûr, mais aujourd'hui, on parle bien sûr de l'élevage des espèces en milieu aquatique. Merci en tout cas d'être là ce soir avec Marcel Betoko. Bonsoir. Bonsoir, Assoum Gaba. La pleine forme ce soir. Ah, franchement, grâce à Dieu. Donc vous êtes rentré avec des poissons, parce que je vous ai vu tout à l'heure. Assez, sur le hein? lacto. Je pense qu'on aura un plat de dacouin à 19h ou à 20h, oui. J'espère, il est déjà 19h, donc moi j'attends 20h. Ok. Pendant que Nadette est en train de nous présenter le journal, ben voilà. On est en train de déguster, D'accord, C'est ça. compris. Allez, il est question donc de parler ce soir de l'aquaculture et puis des techniques surtout pour optimiser le rendement. Oui, c'est déjà ce qu'on a vu dans le reportage et on va approfondir avec M. Boudjrenou sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors aujourd'hui, vous êtes nous, mais on va parler aquaculture. Et je voulais dire à savoir, il a parlé aquaculture extensive, aquaculture intensive. Bon, pour nous qui sommes novices, que peut-on comprendre déjà? Oui, d'abord, commençons par dire que quand on parle de l'aquaculture, c'est l'élevage de toute espèce aquatique, que ce soit animal que végétal. Et quand on parle de l'aquaculture, souvent les gens limitent l'information à la pisciculture, qui est l'élevage des poissons. Alors que dans l'eau, il n'y a pas seulement les poissons. Il y a des algues qu'on peut élever, il y a des mollusques, il y a des invertébrés, des coquillages et autres. Et chaque spéculation a un nom. Hein? Mais ce qui est plus commun, ce que le commun des Béninois peut voir, c'est surtout les poissons. Parce que c'est ça qu'on a l'habitude de manger. Et aujourd'hui, les problèmes qui se posent sur nos plans d'eau font que les gens ont commencé par comprendre qu'il faut élever les poissons et élever les poissons suivant des normes données. Et c'est ce qui amène à ce qu'il a présenté. Il parle de l'aquaculture extensive ou de quelle autre forme? Intensive. Intensive, ça veut dire que ça se fait à grande échelle. Ça veut dire que il est bien vrai, comme nous avons constaté dans l'élément, c'est des cages flottantes. Il a essayé d'expliquer un peu comment ça se confectionne. Mais ce qui nous a beaucoup marqué et qui fait le problème de l'élevage des poissons, surtout au Bénin, parce que vous voyez, nous sommes devenus indépendants bientôt une soixantaine d'années, mais on regrette, et nous continuons toujours à regretter que le poisson béninois n'est pas n'est pas sur le marché. Mais tout ce qu'on élève, ça va où alors? Écoute, c'est que la demande est tellement forte que si on interdit l'importation des poissons, on risque d'avoir des problèmes. Vous savez, plus de 90% des Béninois consomment du poisson. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui peuvent se dire végétariens ou bien qui sont des végétariens. La majorité de nos populations consomment du poisson. Mais c'est que nous avons utilisé des techniques sur nos plans d'eau. Vous savez, du nord au sud, on a des cours d'eau qui fonctionnent où il y a de l'eau 365 jours l'année. Il y avait de poissons, assez de poissons sur ces plans d'eau. Mais est-ce que vous savez que certains plans d'eau sont devenus stériles? Et pourquoi? Parce que avec le temps, les gens ont utilisé des techniques, je ne dirais pas interdites ou prohibées. Ils ont utilisé des techniques pour ramasser les derniers. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'espace protégé sur nos plans d'eau. Il n'y a pas d'endroit où il est interdit de pêcher. Pendant telle période. Pendant telle période, les gens sont libres de pêcher partout. Maintenant, en pêchant, finalement, les gens ont constaté qu'il n'y a plus assez de poissons gros, et il y a des petits poissons peut-être. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont changé de technique. Utiliser des filets à maille réduite. Sur certains plans d'eau, les gens sont partis jusqu'à utiliser des moustiquaires destinés pour lutter contre le paludisme. Ça, c'est qu'on ramasse tous les animaux. On ramasse tout. Vous voyez que nous allons dans les villages lacustres et jusqu'aujourd'hui, nous constatons pas plus tard que le week-end dernier dans la vallée de l'Ouémé, vous voyez des enfants en train d'utiliser des moustiquaires pour pêcher. Un grand qui passe ne dit rien. Non, c'est les enfants, ils sont en train de s'amuser. Ils vont prendre des tout petits poissons. Mais ça a d'impact. Parce que s'il n'y a pas de petits poissons, il n'y aura pas grand. Oui. Voilà des techniques, voilà des enfants en train d'utiliser des moustiquaires, personne ne leur dit rien, alors que c'est interdit. Mais les adultes,
ont utilisé des engins qui ont raflé tout. Vous savez que sur certains plans d'eau, les gens vont jusqu'à utiliser même des explosifs pour tuer des poissons. On va revenir un peu vers l'aquaculture. Est-ce que vous voulez dire que ce sont ces techniques qu'on utilise au niveau du système? On détruit tous les plans d'eau, il n'y a plus de poissons. Finalement, les gens commencent par comprendre qu'il faut faire de l'élevage, il faut faire de l'aquaculture, il faut élever des poissons et autre chose pour notre consommation. Mais pourquoi est-ce que malgré qu'on fait l'élevage, on n'arrive pas à satisfaire le marché? Est-ce qu'au niveau des techniques qu'on utilise aussi sur ces sites d'aquaculture? Voilà. Comme je disais, votre interviewé sur le plan d'eau a dit, oui, il a indiqué un peu, c'est vraiment honnête. Il montre comment il a construit sa cage. Ce qui manque, ce qui a été le problème, c'est que tout le monde veut tout faire sans chercher à associer les gestionnaires, les spécialistes de chaque chose. Je recommanderais, si quelqu'un veut s'investir dans l'élevage sur les plans d'eau, ça se fait avec des cages flottantes. Il faut chercher à savoir qui sont ceux qui savent le faire, et c'est eux qui font. Ce n'est pas aller acheter le fer, aller acheter le bidon, aller acheter le filet. Il y a des spécialistes pour chaque chose. Et les spécialistes vous installent les cages flottantes. Mais ça ne suffit pas. Il a parlé des alevins. Il y a des alevins. Les alevins doivent être de certaines qualités. Quelles sont les souches qu'on veut élever? Ce n'est pas quelqu'un, je sais faire l'induction, je sais faire la reproduction artificielle, je produis des alevins, on achète, on amène sur le plan d'eau. C'est très dangereux. Et c'est ça la source des échecs. Il a signalé qu'on peut arriver, on peut enregistrer des cas où il y a des mortalités de poissons et autres. Ça peut être dû à la souche. Ça peut être dû aux conditions du milieu, la qualité de l'eau. Il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas pris en compte. L'alimentation des animaux, des poissons. L'alimentation. Vous savez, nous donnons la formation à des jeunes pour faire l'élevage de poissons. Le plus grand problème, c'est que les gens n'ont pas appris à respecter les règles. Les gens connaissent peut-être les règles, mais les respecter, ce n'est pas leur fort. On explique aux gens, le poisson a besoin d'être nourri 2 fois par jour, au moins. Les gens vont jusqu'à 3 fois, mais 2 fois. Parce que le poisson qui est dans la nature, il n'y a pas d'heure pour manger. Le poisson mange à tout moment. Mais quand vous mettez les poissons en cage, vous les emprisonnez. Vous devez choisir les nourrir à une heure précise le matin et une heure précise le soir. Mais il ne suffit pas seulement de nourrir, c'est quelle qualité d'aliments. Et là, quand nous donnons la formation aux gens, on dit voilà les qualités d'aliments qui existent, ce qu'il faut utiliser. Le Béninois a cette tendance, oui, moi je peux fabriquer mon aliment moi-même. J'ai des sous-produits. Mais est-ce que vous combinez les sous-produits pour que le poisson ait ce qu'il faut? Mais l'autre question que je veux poser aussi, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité parce que de l'État en place, est-ce qu'il ne devait pas avoir un suivi? Parce qu'au niveau des poissons, c'est vrai, on peut faire son site d'aquaculture et tout ça, mais il devait avoir un contrôle pour voir si réellement les techniques sont respectées, si les normes requises en la matière sont respectées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque à ce niveau? Je crois qu'il y a eu de laisser aller. Pendant longtemps, je dis 60 ans d'indépendance, le poisson béninois n'est pas dans un marché. Je continue toujours à le dire pour que les gens puissent relever ce défi. On ne peut pas continuer à avoir la mer à côté qui n'est pas encore partie, malgré les changements climatiques, le fleuve du sud au nord ou de nord au sud, et on n'est pas capable de lever les poissons suivant les règles jusqu'à amener notre poisson au marché. Au Nigeria, tout près, il y a du poisson au marché. Vous allez dans des marchés traditionnels locaux, vous voyez des clarias, des tilapias qu'on amène pour faire. C'est que pendant longtemps, il y a manqué ce suivi. Mais heureusement, je crois que ces dernières années, c'est qu'il y a une loi qui est prise. On appelle ça la loi cadre sur... mieux parler de cette loi-là qui encadre justement le secteur de la pêche au Bénin. Et je remercie aussi M. Bodian pour être venu sur ce plateau. On a partagé beaucoup d'opinions, on a dit beaucoup de choses, mais il faut retenir que l'aquaculture, on peut le faire, mais il faut respecter les normes. Il faut respecter les normes. Et aujourd'hui, les normes existent. Et il y a la loi cadre qui est votée. Il y a aussi des décrets d'application qui orientent un peu comment faire chaque chose suivant les normes et avoir des résultats. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous, Marcel. Merci, monsieur Josiah Dossou Baudrenou. À très, très bientôt. Merci. Pour qu'on puisse aborder questions réglementaires de l'aquaculture au Bénin. Le grand rendez-vous, la suite, c'est avec le coach Kokola, Jérôme Kokola, qu'on va recevoir avec lui. Il sera question de désamorcer, je dis, les conflits en milieu professionnel. Les techniques, c'est tout de suite.
Merci de nous retrouver avec l'Expert ce soir. C'est le mercredi du coaching sur le grand rendez-vous. Et ça parle aujourd'hui de comment est-ce qu'il faut donc désamorcer les situations de conflit en milieu professionnel. Et c'est le coach Jérôme Popola qui va nous aider à le faire ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assou. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ah oui, le coach, il est toujours très bien. Il vient toujours avec de très très bonnes techniques pour nous. Alors, en milieu professionnel, on comprend donc qu'il peut avoir donc des conflits. Et quel genre de conflit peut donc exister en milieu professionnel? Merci beaucoup, monsieur Assou. Déjà, de façon générale, quand vous mettez déjà 2 ou 3 personnes déjà dans un même milieu, un même environnement, les conflits sont choses communes, que ce soit dans la rue avec un usager de la circulation, que ce soit avec sa femme ou son mari à la maison et tout ça. On a tout le temps des conflits, ça peut arriver. L'essentiel, je dirais, c'est de pouvoir quand même réguler quand ça survient et pouvoir s'en sortir pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Et ça dit qu'on ne peut donc pas éviter les conflits en milieu professionnel? Je ne dirais pas qu'on ne peut pas éviter. Je dirais simplement qu'on peut prendre des mesures pour qu'il puisse survenir quand même de façon rare. Et au cas où ça arrivait, qu'on puisse quand même s'en sortir. C'est quand on ne peut pas gérer, que ça finit par, je ne sais pas, un licenciement ou, je ne sais pas, une démission ou quelque chose comme ça. Que là, vraiment, c'est vraiment horrible. Et la particularité dans le milieu professionnel, contrairement au milieu privé, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les usagers de la maison, c'est que vous êtes obligé, que vous vouliez ou pas, de cohabiter avec cette personne-là, avec qui vous avez des conflits. Pendant un moment vraiment assez long, vous n'avez pas le choix que de cohabiter avec cette personne-là. Vous n'avez pas également la possibilité, je dirais, de vous débarrasser de lui ou tout ça là. Donc, vous devez subir, entre guillemets, quand vous avez un conflit en milieu professionnel. Là où c'est également grave, c'est ça a un impact aussi sur la qualité du travail que vous faites. Parce que quand vous êtes en conflit ouvert avec quelqu'un, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un patron, peut-être même, pourquoi pas avec des clients, et que vous pensez à venir au boulot, vous n'êtes pas très gai. Vous êtes soucieux, vous êtes inquiet. Vous revenez à la maison avec des problèmes, vous en parlez la nuit, vous dormez carrément mal. Et la personne devient carrément votre cible dans votre tête, plutôt que de vous concentrer sur le travail que vous avez fait. Donc là, ça devient vraiment handicapant pour l'individu, également pour la productivité de l'entreprise. On comprend donc qu'à chaque conflit, à chaque nature de conflit, une stratégie donnée. Naturellement. Maintenant, abordons déjà qu'est-ce qui peut être cause de ces conflits-là. Ce qui va déjà tout de suite, déjà à l'avance, c'est déjà peut-être, je dirais, cette différence-là parfois de personnalité. Lorsqu'on n'a pas la même personnalité, mais qu'on doit travailler ensemble. Oui. Et lorsque l'on voit la vie de certaine manière, que l'autre voit la vie d'une autre manière, on peut naturellement commencer déjà par avoir des petits conflits qui peuvent aller vraiment très loin. Ça peut être également le changement. Un changement qui survient au niveau de peut-être de la hiérarchie, et qui fait que peut-être quelqu'un a pris un nouveau poste, qui fait que de par sa manière, ou de par sa nature, de par sa méthode de travailler, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez rien faire, mais vous rentrez en conflit indirectement avec la personne parce que derrière lui, vous parlez de lui, les collègues sont au courant et ils gèrent ça. Il y en a également qui peuvent profiter de ça pour aller faire des ragots. Et c'est comme ça naît des conflits. Oui. Et cette personne-là également qui est en position d'autorité, peut-être n'a pas directement le pouvoir, je dirais, de se débarrasser de vous. Mais tout de suite là, il commence déjà par vous cibler dans l'administration. Et d'une manière ou d'une autre, pour un oui ou un non, vous avez des demandes d'explication injustifiées. Et des collègues sont envoyés en mission par vous. Il y a des choses que les gens vivent tous les jours. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement et une mutation au niveau du poste, ou peut-être au niveau du fonctionnement de l'entreprise, peut-être au niveau technique, au niveau méthodologique. Il y a des prises de décisions qui ont été peut-être prises sans peut-être votre consentement à vous, ou peut-être de façon générale, les collègues ne sont pas d'accord, oui. Et on vous impose ça. Tout de suite, des conflits peuvent naître de cela. Ça peut également venir, pourquoi pas, parfois aussi de l'antipathie. Simplement, un individu peut être là et votre tête ne lui plaît pas. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent. Oui, il vous voit, bon, n'a pas envie de collaborer avec vous. Et c'est comme ça. Il y a également, parfois, ça peut arriver, c'est le cas parfois lorsque il y a peut-être une promotion dans l'entreprise qui est telle que quelqu'un a son poulain, fait tout pour le faire passer, mais pas vous, vous le remarquez. Et tout de suite, étant donné que peut-être c'est en intérêt de l'autre ou pas, en votre faveur, l'autre veut vous défendre, et entre eux, ça commence comme ça. Il y a parfois également des conflits qui naissent en fonction du pouvoir.
tel a son département, l'autre a son département, et chacun veut empiéter sur le département de l'autre. Et chacun veut bien se faire voir au niveau du conseil d'administration, chacun veut montrer que c'est son département qui est plus performant parce qu'il y a des questions d'ego, d'orgueil, etc. Tout ça peut faire naître des conflits. Tout simplement. Mais alors, qui remarque le conflit? Qui relève en réalité ça? Est-ce que ce sont les collègues qui le font? Le patron lui-même? Le manager? Le leader? Qui le fait en réalité? Merci beaucoup. Je dirais, dans le sens dans lequel nous parlons, on peut faire recours, je peux dire, à l'autorité dans ce cas-là, si c'est entre collègues. Qui le fait? Est-ce que c'est un des collègues qui va le faire? Ça dépend de la situation. Voilà. De façon générale, moi, ce soir, ce que je recommanderais, c'est déjà une prise de conscience et une prise de recul. Lorsque vous vivez une telle situation, à votre niveau, oui, et que vous remarquez vraiment que ce conflit est en train de dégénérer, et que vous semblez perdre le contrôle, entre guillemets, c'est déjà d'essayer d'une manière ou d'une autre, à votre niveau, de prendre du recul. Parce que quand on ne prend pas du recul et qu'on est ému, quand il y a les émotions, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans une situation de conflit. On peut aller vraiment très très loin. Il y a des gens qui ont démissionné et qui le lendemain se sont posé la question de savoir pourquoi j'ai démissionné. Parce que le gars avec qui tu as un défi, il est toujours là, il vient, mais toi tu es à la maison aujourd'hui tout simplement parce que tu n'as pas su gérer tes émotions. Donc il faut prendre du recul par rapport à la situation, se poser vraiment la question de savoir est-ce que c'est moi qui suis en cause, est-ce que c'est l'autre qui est en cause. Et surtout, ne pas chercher quand même à critiquer ni à porter un jugement. Parce que dès qu'on décide de porter un jugement sur la personne, on étiquetait la personne. On dit, oh, c'est celui-ci. Il était de cette manière, voilà comment il est. C'est lui. C'est avec telle personne qui a de problème, mais écoute, il a été toujours comme ça. Hein, voilà. Dès qu'on a tout de suite cette manière de penser, oui, ça fait qu'on se voit être une victime de quelqu'un d'autre. Et on pense qu'on n'a pas le contrôle. Lorsque c'est gérable, demandez à échanger avec la personne. Demandez un jour, dans un moment, une situation où vous êtes capable de gérer et d'être maître de vos émotions, demandez à échanger avec cette personne-là. Dites-lui. Ça veut dire oui, qu'un patron ou un chef ne doit donc pas avoir déjà des préjugés sur tel ou tel employé, comme quoi, dès que une situation va se présenter, on dira, bon, si c'est telle personne, c'est que c'est comme ça, il est, bon, écoute, j'ai ça. C'est pas comme ça. Oui. Pas de préjugés. Évitez surtout d'avoir des préjugés, parce que quand vous avez des préjugés sur quelqu'un, ça force le jugement déjà. Et deuxièmement, celui avec qui vous faites ça, il est sur la défensive. Ça fait partie déjà de la stratégie. Il est sur la défensive et tout de suite, il veut commencer par se justifier, il veut commencer par expliquer que ce n'est pas lui, mais que c'est l'autre, etc., ou que c'est le responsable, etc. Donc, surtout éviter de porter un jugement ou de critiquer la personne. Énoncer simplement les faits, dire ce qu'on a remarqué, parler des conséquences que cela a dans l'ambiance du travail et expliquer les impacts à moyen terme si ça continue comme ça. Et maintenant, échanger, dialoguer afin de pouvoir avoir des solutions ou, si possible, faire recours, pourquoi pas, à une troisième personne qui peut intervenir dans la situation. Il y en a qui peut-être n'ont pas la possibilité d'aller demander tout de suite aux collègues ou au patron à parler avec lui parce que peut-être le tempérament est tel qu'ils ne peuvent pas être ouverts. Vous pouvez demander à un collègue d'intervenir, quelqu'un avec qui peut-être cette tierce personne avec qui vous avez un conflit est beaucoup plus proche, demandez à cette personne. Qui va dire au patron quoi exactement? Telle personne est en train d'embêter l'autre? Non, pas d'embêter. Il suffit simplement de décider, d'échanger déjà avec ce responsable-là. De lui dire quoi en réalité? De lui expliquer un peu que depuis un certain moment, vous avez fait un tel constat qui est tel que voilà ce qui se passe et que vous avez eu l'opportunité quand même d'échanger avec l'autre partie et l'autre partie vous a confié telle ou telle chose et que vous êtes là afin de pouvoir échanger avec lui pour voir est-ce que ce qu'il dit et ce que le responsable également perçoit. S'il ne perçoit pas ça, alors pouvoir dialoguer avec lui. Et pourquoi pas faire une réunion à 3 maintenant, où chacun puisse dialoguer dans ce sens. Mais je le répète toujours, tant que les émotions sont là, tant qu'on est frustré, tant qu'on est en colère, tant qu'on a de la rancune, tant qu'on a de la haine, etc., ça va vraiment loin. Moi, je connais des gens dans des entreprises qui, jusqu'à aujourd'hui, disent telle personne, je ne collabore pas avec lui. Si on veut me faire donner une tâche et que c'est avec lui, je ne ferai pas la tâche. Non. Ou si telle personne doit passer par lui pour venir vers moi, il faudrait me directement venir. Et c'est comme ça. Est-ce que c'est pour des raisons qualitatives? Oui, ça peut arriver également, que ce soit en fonction peut-être de la performance de la personne. Ça peut être parce que la personne vous fait perdre du temps, ça peut être parce que vous mettez en cause le travail que la personne fait. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, est-ce que la meilleure situation, c'est de se décider de rester en conflit ouvert avec la personne? Non, c'est d'aller vers une solution. Pourquoi pas former la personne? Pourquoi pas se rapprocher de la personne si la personne a cet état d'esprit de déposer son ego et d'apprendre de vous, plutôt que de tout de suite vous
classer la personne et catégoriser la personne, c'est la pire des choses qui puissent arriver parce que vous n'êtes pas, un seul arbre ne fait pas la forêt, il faut pouvoir rester ensemble, coopérer afin de pouvoir atteindre le résultat et réaliser les objectifs. Vous l'avez bien dit, un seul arbre ne fait pas la forêt. Il faut donc plusieurs espèces aussi pour faire une forêt. Et parfois, plus la personne est experte, plus il pense avoir la connaissance suprême et ne veut parfois pas écouter les autres. Il y a ça aussi comme conflit. Et il ne veut pas écouter, il pense que c'est son avis qui est le meilleur. Il veut toujours donner son idée. Dans une équipe, il ne veut pas que l'autre puisse parler. Parfois, il veut saboter également auprès du patron ce que l'autre dit, etc. Et la meilleure solution, comme je l'ai dit, c'est de prendre de la hauteur. Quand vous subissez ça de la part d'autrui, se calmer, gérer ses émotions et essayer d'échanger avec la personne. Si ça ne passe pas, faites recours à une troisième personne. Et pourquoi pas faire recours également, si possible, à un coach de vie professionnelle qui peut vous accompagner dans ce sens. Qui peut vous accompagner dans ce sens. Donc, il faut que le patron, une fois qu'il est informé de la situation, ne disent pas en même temps, bon, je vais prendre des mesures, il faut punir. Il fait, ça fait longtemps, on va se débarrasser de lui. Il faut éviter de porter des jugements et de prendre parti. Rester surtout neutre, ça c'est un rôle vraiment de responsable et de leader, comme vous l'avez dit au début. Oui. Et qui fait que, étant donné qu'il n'a pas de préjugés, il prend des décisions comme il faut et surtout collaborer, coopérer, échanger, dialoguer. Pas de préjugés, surtout pas. C'est ça même, en fait, la clé de la stratégie gagnante. L'une des clés, oui, c'est le dialogue, éviter les préjugés, échanger longuement, déposer de côté, je vais dire, son ego, parce qu'il y a également l'ego qui veut prendre le dessus. Oui. On est le patron, on veut imposer, tout ça. Il ne faut pas passer, on ne fait pas ça chez moi. Ou on veut muter telle personne à telle direction. Ça peut marcher pour un temps. Parce qu'on l'a muté ailleurs, c'est la paix dans votre département. Mais quand même, c'est des individus qui sont appelés à collaborer demain. Ils peuvent se rencontrer dans d'autres circonstances. Un leader, quand même, c'est celui qui réussit à pouvoir impacter les autres et emmène quand même les gens à pouvoir se réconcilier, à les inspirer et tout ça. Merci beaucoup à vous, Jérôme Popola, pour tous ces détails. J'ai aimé vraiment votre tactique aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Bien des choses à Marcel Lefond et à tout le cabinet Impact Plus. À très, très bientôt, coach Jérôme Popola. Ce sera tout pour l'espère de ce grand rendez-vous. On aborde à présent la rubrique Autant savoir avec Aniat Onifade Bello, avec elle on parle bien sûr de l'enfant africain. Et si on leur donnait la parole? Autant savoir. Oui, une question aujourd'hui pour parler de l'enfant africain. Et si on leur donnait la parole, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'est-ce qu'ils vivent en réalité? On parlera de tout ça dans un instant. On suit d'abord ce reportage. Je suis une orpheline de paix. La contribution que tous mes camarades paient, moi je ne donne pas. Pour les petits déjeuners, c'est difficile. De même, les agents d'évaluation. L'éducation est un droit pour tous les enfants béninois. Et tant qu'il y aurait encore des enfants à la maison ou ailleurs, et non dans les classes, nous ne sommes pas satisfaits. Je pense à toi l'enfant, qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de... Le droit à l'éducation, un droit fondamental pour tous les enfants, une utopie pour certains enfants béninois. Ils n'ont toujours pas accès aux classes et s'ils y ont accès, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils y demeurent. Qui n'a pas tombé se lève quand voilà, se lève. Français se lève. Ouais, que font les petits enfants dans la maison? Ici. Que faut-il? Oui. Le constat est également le même dans la commune de Zé, l'une des communes les plus pauvres du Bénin. 143 écoles maternelles et primaires confondues. 540 classes ouvertes de la maternelle au CM2. Telle se présente la circonscription scolaire de la commune de Zé. Autant de possibilités de scolarisation pour les enfants de Zé, mais qui ne suffisent guère. La politique du conseil communal, c'est de faire en sorte que
aucun enfant de parents terminés ne reste à la maison. Il faut aussi dire que c'est efface, sinon qu'on n'arrive pas à couvrir tous les villages. On n'arrive pas à couvrir tous les villages en matière d'infrastructures scolaires. Ce qui fait qu'on retrouve certains enfants encore dans la rue. Oui, retour en plateau, hein, je vous le dis tout de suite, physiquement, elle n'est plus une enfant, mais dans sa tête, elle est toujours enfant. Dans ses actions, elle est toujours enfant, puisqu'elle est la porte-parole des enfants auprès, bien sûr, de l'UNICEF. Elle est activiste pour les droits des enfants. Elle, c'est Chanceline Mevoranou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir parler au nom des enfants, à qui nous donnons la parole ce soir sur Autant Savoir. Agnat Onifalibelo, bonsoir. Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez décidé de donner la parole aux enfants. Et oui, hier déjà avec notre invité sur ce plateau, on s'est rendu compte qu'on ne leur donnait pas suffisamment la parole ici en Afrique. Nous, on a voulu inverser la tendance et les écouter un peu, comprendre un peu quelles sont les difficultés qu'eux-mêmes pensent rencontrer au quotidien, comment est-ce qu'on peut les aider à davantage améliorer leur vie d'enfant, leurs conditions d'enfant. Donc on s'est dit, on reçoit sur ce plateau Chanceline Mevoranou, puisqu'elle est porte-parole des enfants auprès de l'UNICEF. Assem Gaba, merci de nous recevoir. Oui, c'est un plaisir. Je pense qu'elle porte vraiment la voix des enfants. Oui. Et moi, je reste là, j'écoute les enfants au travers de vous. Voilà. Ce qui est sûr, Assem Gaba, tout un chacun de nous, on prie pour garder notre âme d'enfant. Donc, on va discuter entre enfants sur ce plateau. Donc, Chanceline Mevoranou, dites-nous déjà, vous avez été porte-parole des enfants. Pas vous avez été, vous êtes, mais auprès de certaines institutions, vous avez eu à faire un plaidoyer au nom des enfants. Dites-nous un peu de façon générale. Pour vous, l'enfant africain, de quoi est-ce qu'il souffre? Il souffre, de quoi il a besoin? Merci beaucoup. Pour moi, l'enfant africain a beaucoup de problèmes. Déjà, il faut reconnaître qu'il vit sur un continent et il est parfois en paix et tout, mais nous remarquons qu'il n'est pas vraiment épanoui. D'abord, le droit à l'éducation. Tous les enfants africains n'ont pas le droit à l'éducation. Il y a des enfants qui voudraient aller à l'école mais n'ont pas eu la chance d'être envoyés à l'école, ou ils sont à l'école ou à cause des conflits et des guerres sont obligés de quitter leur milieu, de se retrouver ailleurs et ne bénéficient pas d'une éducation forcément. Il y a des enfants aussi qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Donc ces enfants-là ne sont pas reconnus ni par l'État ni par... C'est comme s'ils n'appartenaient même pas à leur nation. Exactement. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a également les enfants qui ne trouvent pas à manger. Vivre, il faut manger pour vivre, c'est le minimum. Mais il y a des enfants qui sont dans la famille et qui n'ont pas le minimum pour se nourrir. À l'école, ils n'ont pas les moyens parce que les parents sont démunis et ces enfants sont là. Il y a également des filles qui sont données en mariage de manière précoce et forcée contre leur volonté. Il y a le travail des enfants, les enfants qui sont obligés à travailler dans les carrières pour amener de l'argent parce que les parents n'ont pas forcément de l'argent et tout. Voilà un peu en général les problèmes qui mènent les enfants. Voilà, nous ne sommes plus en général et on est dans des problèmes spécifiques. Assem Gaba le demandait déjà hier, quels sont les problèmes que rencontrent les enfants. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est des problèmes sérieux. Mais déjà, vous travaillez avec une structure qui a l'habitude de tout faire pour pouvoir aider les enfants. Est-ce que vous pensez que les solutions proposées autant par les gouvernants que les structures internationales vont à l'endroit des solutions pour ces enfants-là? Oui, je pense que les solutions qui sont proposées vont aider les enfants. Mais le problème est que ces solutions rencontrent parfois la résistance de la communauté. Parce que pour mettre en œuvre ces solutions, on a besoin de briser des barrières, de briser des normes que les parents ne veulent pas forcément laisser. Des barrières, il y en a lesquelles pour nous en citer? Oui, je donne juste un exemple où on va dire à un parent, par exemple, que donner une fille en mariage n'est pas forcément la meilleure des choses. Or, pour le parent, il n'a pas les moyens. Et pour lui, donner sa fille en mariage, c'est une manière d'assurer la sécurité pour sa fille auprès de ce mari-là. Et expliquer ça à ce parent, c'est souvent difficile parce qu'il pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Or, la fille ne voudrait pas forcément de ça. Elle voulait aller à l'école, réussir et amener le bonheur dans sa famille. Les parents ne comprennent pas toujours. Et c'est aussi une manière pour les parents, ils disent que c'est prévenir l'honneur de la famille. Parce que quand la fille ramène une grossesse précoce à la maison, ça ne rend pas honneur à la famille. Donc, autant la donner à mariage pour que la grossesse intervienne dans
une situation de mariage que c'est mieux. C'est carrément une histoire de valeur contre valeur. Hein? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème persiste aussi parce que ces parents-là déjà n'écoutent pas leurs enfants? Les enfants n'ont pas la latitude de pouvoir dire à ces parents-là, non, moi je préfère ceci, oui, j'aime ceci, non, je voudrais ceci. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse avoir dans toutes les familles un dialogue sain entre parents et enfants? Oui, justement, je dis souvent, ici sur le continent, on considère l'enfant comme un patrimoine, comme la chose de la famille. Donc on ne lui donne pas la valeur en tant qu'un être humain qui a des désirs et qui veut se faire entendre. Donc souvent on dit que l'enfant n'a pas la parole, l'enfant ne doit pas dire ce qu'il veut. Or si on écoutait l'enfant, il aurait pu dire, moi je voudrais faire ci, moi je voudrais... Et le processus allait être très simple. Donc c'est important que les parents arrivent à écouter les enfants, dialoguer. On ne dit pas que les enfants vont prendre le dessus et ne pas témoigner du respect aux parents, non, mais on dit de discuter, d'écouter l'enfant. C'est parce que les parents se disent aussi qu'un enfant, bon, il n'est pas assez grand, il n'a pas d'expérience pour savoir ce qu'il veut en réalité. Donc pour eux, il faut lui imposer forcément quelque chose, alors que ce n'est pas la même manière. C'est pas la même manière. On sait que sur des choses données, l'enfant ne sait pas forcément ce qui est bien ou ce qui n'est pas bon. Mais par exemple, sur la question du mariage des enfants, la fille aurait pu dire, je veux aller à l'école, je ne veux pas encore être mariée. Si les parents pouvaient écouter cela, ils vont aider l'enfant vraiment à éviter même les grossesses. Justement, mais on ne veut pas du tout donner la parole. L'enfant n'a rien à dire, on fait tout à sa place. On décide pour lui et puis il n'a qu'à... D'accord, mais est-ce que pour vous, c'est envisageable que dans un futur proche, l'enfant africain puisse être au même niveau qu'un enfant qui vit sur notre continent? Oui, pour moi, ce n'est pas impossible, c'est vraiment possible. Et c'est comme je dis, il faut revoir la manière dont nous percevons l'enfant. L'enfant, c'est un être à qui on doit donner de la valeur au-delà de le considérer comme la chose de la famille. C'est un peu comme le chosifier. Donc déjà, si on commence par changer notre manière de voir l'enfant, on lui donne suffisamment de valeur, on va l'écouter. Et il va commencer par se sentir en valeur. Il va avoir la confiance pour dire les choses que lui-même, il veut pour lui-même et s'exprimer plus librement. Donc vous comprenez, vous dites en même temps que si on donnait la parole aux enfants, que ça va beaucoup plus faciliter les choses. Oui, je donne juste un exemple. Le papa veut payer un jouet à son enfant. L'enfant peut-être aurait aimé avoir un jouet bleu. Le papa va apporter un truc noir. S'il avait pris la peine de lui demander, je veux te payer tes sommeils, ou bien quelle couleur toi tu aimes, et il va lui payer le jouet, l'enfant serait beaucoup plus content. Mais on ne peut pas lui imposer un truc comme ça. Encore qu'en matière de couleur, il n'y a pas de différence de prix. Forcément, ma foi, là. C'est pourquoi j'aime bien l'exemple. Il est très banal, mais il est assez représentatif. D'accord, il ne nous reste que 2 minutes. Parlons un peu de toutes ces fois où vous avez été le porte-parole des enfants, d'accord, des enfants béninois. Dites-nous un peu, est-ce que nos réalités ici, en tant qu'enfants béninois, sont les mêmes avec vos collègues porte-parole des autres pays? Justement, les problèmes que les enfants au Bénin ou en Afrique ne sont pas limités ici. Ce sont les mêmes problèmes que les enfants vivent ailleurs. Seulement qu'ailleurs, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place dans la société qui permettent que les solutions puissent facilement être mises en œuvre. Parce que les problèmes de mariage forcé, de grossesse précoce, ça existe au-delà du continent. Les enfants ont ce problème. C'est la manière de régler ces problèmes qui fait que les autres sont un peu plus en avance sur nous. Et vous pensez que c'est toujours la pauvreté qui est le sous-bassement? Qui est à la base, oui. Oui, non, pas la pauvreté n'est pas forcément la base, pas du tout. Parce que je donne juste un exemple. Les gens disent souvent que les filles qui tombent souvent enceintes, c'est à cause de l'argent. Mais je dis, une fille qui a été éduquée dans la fierté, dans la dignité, ne va pas forcément se laisser pour 500 francs ni pour 1000 francs. Donc le problème n'est pas forcément lié à l'enfant, c'est lié à la personne et à l'éducation qu'on donne à la jeune fille aujourd'hui. Voilà, vous aurez compris. Si vous aviez un message à adresser à tous ces enfants africains-là qui nous suivent, ce serait quoi? Oui, moi
je vais leur dire que c'est vrai, on nous a éduqués à ne rien dire, à garder le silence, mais c'est important dans le respect, de façon humble, de dire voilà ce que moi j'aurais aimé, voilà ce que je veux, et c'est pour mon bien, c'est pour le bien-être de la famille également, parce que quand les enfants sont heureux, c'est toute la famille qui est heureuse et c'est le pays qui en bénéficie. Jocelyne Mevoranou, merci à vous d'avoir répondu présent sur notre plateau. Avec vous, on a compris que les enfants africains avaient donc beaucoup de choses à dire pour améliorer leurs conditions de vie, pour leur bien-être. Donc, on exhorte tout le monde, et nous y compris, à davantage les écouter. On gagnerait tous. Assou Gaba, merci de nous avoir donné la parole sur ce plateau. C'était un plaisir, une parole que je vous ai donnée, et indirectement également aux enfants sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. On continue le grand rendez-vous. Cette fois-ci, ce sera avec Nadège Sani. Elle nous attend dans la rédaction de BB24. Il est 19h45. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA. Les candidats du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal composent pour la phase écrite depuis ce matin. Au Bénin, ils sont plus de 100 000 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Le taux de participation au baccalauréat est en baisse au Bénin depuis 2016. Cette situation serait due aux réformes engagées par le gouvernement pour assainir le secteur de l'éducation et limiter les échecs. 6 mois de campagne en ligne pour assurer aux filles l'égalité. C'est le nouveau challenge du roi Gelf et de Plan International. Cette initiative vise à susciter la conscience collective contre la violation des droits des filles. Les candidats à l'examen national du baccalauréat composent depuis ce matin, mercredi 19 juin 2019, les épreuves écrites pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Le lancement officiel de cet examen est prévu pour se dérouler dans la commune d'Akpo-Misrété. 100 017 candidats sont attendus dans les 142 centres de composition. Au centre de composition du CG Godomé, les épreuves écrites ont été lancées très tôt ce matin. Constat avec Bruno Rotekbo et Ulvaïs Balogun. Silence, ici on compose. En salle, depuis 7 heures, les candidats du centre de composition du CEG Godomé viennent de démarrer la première épreuve comptant pour le baccalauréat session unique de 2019. Il est tout juste 8 heures. Dans ce centre, tout se passe normalement. Nous sommes venus très tôt avec les épreuves dans la cantine qu'on est allé chercher au commissariat. Et à partir de 7h00, nous avons commencé par lire les instructions aux surveillants de salle. Et après, on a pu envoyer les surveillants en salle, faire le remplacement des surveillants absents. Et nous avons lancé effectivement les épreuves à partir de 8h00. Si les dispositions pratiques ont été prises, celles sécuritaires et sanitaires n'ont pas été occultées. Nous avons des agents de police à notre disposition, 2 agents. Nous avons également une infirmière qui a tout le matériel qu'il faut. Et si jamais il y a des candidats qui se retrouvent dans des situations inconfortables, on va pouvoir leur donner ce qu'il faut, leur faire ce qu'il faut ici d'abord, en attendant d'appeler, si possible, les ambulanciers pour venir les prendre. Mais on ne souhaiterait pas avoir ça ici. C'est donc parti pour 3 jours de composition. Mais attention, les candidats sont conviés à suivre quelques conseils. Disons généralement aux candidats, ne changez pas de sac. Gardez toujours le même sac. Parce qu'il y a d'autres qui se plaisent à changer de sac chaque matin. Alors ils oublient de prendre leur convocation ou bien leur pièce d'identité. Et c'est en arrivant ici qu'on est confronté à ces problèmes qui sont vraiment graves. À l'endroit des parents, nous leur demandons chaque fois quand les candidats vont sortir de la maison de leur rappeler si vous avez vos pièces d'identité sur vous, si vous avez vos convocations sur vous. Parce que
ce rappel de la part des parents peut corriger beaucoup de choses. Dans le département de l'Atlantique, on compte 21 125 candidats. L'effectif des candidats au baccalauréat est baissier depuis 2016 au Bénin. La session de 2019 n'a pas dérogé à cette tendance, un constat qui s'explique par les nombreuses réformes engagées dans le secteur de l'éducation pour l'assainir et éviter les échecs massifs. Amitié Sagwidi, Rebecca Adjinakou et Ulvaeus Balogun ont cherché à comprendre, suivant le reportage. Selon les chiffres de la période allant de 2014 à 2018, on constate une baisse sensible du nombre de candidats se présentant au baccalauréat chaque année. Cette tendance s'est accentuée cette année encore avec une baisse de 6 482 candidats, soit un taux de moins de 6,08%. Certains pourraient croire que c'est une désaffection. Non, c'est un assainissement. Les candidats, les parents des candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas aller au baccalauréat pour tenter sa chance. Ce n'est pas la loterie, c'est une compétition qui donne droit à l'entrée dans les universités pour faire des études supérieures. Nous avons, depuis quelques années, dit que le baccalauréat se prépare depuis la 3e, et pourquoi pas même depuis la 6e. Et donc on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Cela s'explique également par les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement secondaire. Des réformes qui assainissent désormais la participation à l'examen du baccalauréat. Il y a un arrêté interministériel en bonne et due forme qui fixe les conditions pour aller au baccalauréat en passant par les classes. Si vous sautez des classes, c'est que vous sautez des programmes. Vous sautez des savoir-faire et des savoir-être. Et lorsque vous sautez comme ça, à l'université, vous aurez des difficultés à avoir votre parchemin. Une tendance baissière qui n'a aucun impact sur le déroulé de l'examen de fin d'année. Certains croient que, bon, puisque la tendance est baissière, on doit fermer, on doit... non, c'est qualitatif. C'est vrai, sur le plan des classes, nous avons fermé certains centres. Mais c'est pour une sélection, pour mieux faire, pour rationaliser aussi les moyens qui sont mis à notre disposition. Par contre, nous avons ouvert, pas beaucoup de centres, 3 centres, pour effectivement rapprocher les candidats de ces centres qui ont des infrastructures beaucoup plus viables. Au nombre de ces nouveaux centres qui seront ouverts pour améliorer le cadre de composition des candidats figurent 2 centres publics à Kromicité et à Tiémé et un centre privé. Nous sommes obligés de faire avec le public et en même temps avec le privé, avec les confessionnels pour que ceux-ci aussi soient encouragés. Et donc, ce n'est pas au vu des beaux yeux des chefs d'établissement que les centres sont ouverts, mais il y a des critères. En attendant la session de juin prochain pour les compositions, l'Office du baccalauréat s'active pour un examen effectif. Ce 19 juin 2019 est dédié à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes et peut entraîner de graves conséquences comme l'anémie, des crises douloureuses pouvant toucher différents organes ou encore une moindre résistance à certaines infections. D'un point de vue physiologique, cette maladie du sang est caractérisée par l'altération de l'hémoglobine. Actuellement, la recherche sur la drépanocytose tente d'améliorer les traitements via la thérapie génétique. Les chercheurs étudient également les mécanismes moléculaires de la maladie ainsi que le comportement de l'hémoglobine anormale. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders et Plan International Bénin ont lancé lundi dernier une campagne en ligne dénommée Girl Get Equal aux filles l'égalité. Pendant 6 mois, des messages de sensibilisation seront mis en ligne par les membres du réseau pour mettre fin aux inégalités pour un changement de comportement dans nos communautés. C'était aussi l'occasion pour cette organisation de s'approprier les manuels de procédure et les outils de plaidoyer du réseau. Alexis Kenom, Iliad Bokovo, Judith Tossa.
Aujourd'hui, dans le monde, 132 millions de filles entre 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées. 63% des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Une fille sur 4 ne va pas à l'école dans les pays en développement. C'est fort de ce constat que le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, ROAGELF, s'est fixé comme objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme au sein de la société. D'où le lancement de la campagne digitale en ligne dénommée Girl Get Equal, aux filles l'égalité. C'est une campagne que vous allez observer, si tout va bien, sur les différents médias sociaux. Nous avons un hashtag que nous appelons ROAGELF for Girls' Rights. Nous avons également un autre hashtag qui nous est très cher, Note Different, pour faire remarquer quand même que nous ne sommes pas forcément différents, qu'on est tous des humains et que lorsque l'on arrive à porter ce regard sur la jeune fille que nous sommes ou les jeunes filles avec qui nous travaillons, on n'a pas forcément besoin de faire remarquer que l'inégalité soit flagrante, même si les traditions culturelles ne nous le favorisent pas toujours. 10 ans après sa création, le ROAGELF a décidé de nouer un partenariat avec Plan International afin de mieux réussir ses actions de sensibilisation en direction de la gente féminine qui constitue la cible privilégiée de tout genre d'harcèlement. Lorsque les filles participent aux prises de décision et sont au centre de l'action, généralement ce sont de meilleures actions et il est temps que les choses changent. Il est temps pour nous de donner, c'est-à-dire nous, en tant que société, une nouvelle opportunité et surtout d'établir de nouvelles règles et de créer une ère nouvelle qui permet la participation des filles ici au Bénin, à la CEDEAO, dans mon pays, en Haïti ou encore dans d'autres parties du monde. Et donc, pour Plan et pour la ROAGELF, il n'y aura pas de chemin aussi long, il n'y aura pas de chemin trop long, ni de mur très haut, ni d'obstacles trop grands pour que l'égalité des filles ne devienne pas une réalité ici au Bénin et ailleurs. Pour atteindre son objectif, le ROAGELF s'est doté d'un manuel de procédure pour l'efficacité de ses actions sur le terrain. Aussi, avec l'appui de la CEDEAO, le réseau s'est-il doté de plusieurs outils de plaidoyer afin d'atteindre les résultats qu'il s'est fixés. Un manuel de procédure, c'est très important dans une structure et nous, en tant que Bureau national CEDEAO, nous constituons une courroie de transmission entre les administrations du Bénin et puis la commission de la CEDEAO. Donc la mise en place de ce manuel de procédure va simplifier et faciliter le suivi de la gestion financière, administrative et comptable du ROAGELF. Par ailleurs, il convient de noter que le ROAGELF intervient également pour le renforcement des capacités des jeunes filles et jeunes femmes en matière de leadership. La plupart des enfants contraints au travail se retrouvent très souvent dans des mines et des usines. Ces lieux de travail représentent un frein pour le développement physique et psychologique des enfants. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour lutter contre le travail des enfants? Quelles sont les statistiques en la matière? Les détails dans cette interview réalisée par César Chalet et Gloria Oni. On dit qu'un enfant travaille lorsque le travail porte atteinte au développement de l'enfant, développement physique, mental, au développement intellectuel. Et de façon plus spécifique, lorsque le travail empêche l'enfant d'accéder à la scolarisation, lorsque le travail a des répercussions sanitaires sur l'enfant, on peut dire qu'un enfant travaille. Éradiquer le travail des enfants d'ici 2025, c'est arriver à avoir 0 enfant en situation de travail. Et je crois, l'année en 2017, le Bénin même a lancé une campagne, 0 enfant en situation de travail, 0 enfant dans les marchés, 0 enfant sur les chantiers et sur les carrières. Et je crois que cette campagne a permis de sensibiliser les populations, c'est-à-dire sensibiliser les populations sur le danger du travail des enfants et les risques sanitaires et que ça assure les enfants. Bénin, en 2008, une enquête nationale a révélé que plus de 30%, c'est-à-dire 32% d'enfants étaient astreints au travail.
En 2014, c'était 52%, donc on a eu une progression. En 2017, les dernières études au niveau national montrent que la tranche de 5 à 14 ans d'enfants astreints au travail au Bénin est de 36%. Et dans le monde, l'Organisation internationale du travail déclare que plus de 150 millions d'enfants sont astreints au travail dans le monde. Et on constate que 70% de cet effectif est exploité dans le secteur de l'agriculture. Le travail dans lequel on introduit les enfants, c'est des travaux mécaniques. Alors qu'un enfant, c'est un adulte en devenir qui a besoin de développer son imagination et qui a les capacités pour y arriver. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, de l'avoir présenté. Le grand rendez-vous, la suite, tout de suite, c'est bien sûr Nature et Bien-être. Nature et bien-être ce soir, nous allons commencer par cette session. Oui, que votre alimentation soit votre médicament. C'est une session qui demande tout simplement à ce qu'on mange sain. Une alimentation saine qui est une technique de prévention contre plusieurs maladies, dont le cancer. Oui, nous allons parler aujourd'hui de la prévention du cancer, la prévention contre le cancer du sein par une alimentation saine. Ah oui, on a invité d'ailleurs même un nutritionniste pour faire l'exercice ce soir sur le grand rendez-vous. Nous allons d'abord suivre le reportage et revenir. Diagnostiqué le plus souvent chez la femme, le cancer du sein représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer. Une maladie qui accélère la production, parlons de manière très simple, la production rapide des cellules malignes. C'est ça qui entraîne cette maladie que nous appelons cancer et du sein, simplement parce que la localisation est au niveau du sein. Il y a des familles qui ont des gènes qui sont prédisposés à la maladie. Il y a notre habitude alimentaire que nous pensons certainement fait partie des causes de la maladie. Et il y a notre mode de vie que nous pensons aussi est à la base, peut être à la base de cette maladie. Cette maladie peut être évitée ou guérie lorsqu'elle est très vite détectée et prise en charge. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois. C'est après maintenant l'analyse de la radiographie, de la appelée mammographie, que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Pour prévenir le cancer du sein, les médecins conseillent l'autopalpation après les menstrues. Pour détecter précocement un cancer du sein, c'est de faire une autopalpation minimum chaque fin de mois, à chaque fin de cycle de chaque mois. Vous faites une autopalpation à la maison ou que vous allez consulter votre gynéco qui va vous aider à le faire ou vous l'expliquer à le faire. Pour amoindrir, voire éradiquer les cas de décès liés au cancer du sein, les scientifiques innovent. Un kit d'autopalpation est désormais disponible pour faciliter la tâche aux femmes. Sensitive est le produit phare essentiel que nous avons amené pour révolutionner un peu cette palpation de sein et pour nous permettre de commencer par faire le dépistage à temps, et de faire une bonne prise en charge et ne plus attendre à ce que la boule soit très grosse ou qu'elle soit vraiment maligne avant qu'on ne commence la prise en charge qui est déjà très tard. Dans le kit, il y a plusieurs choses. Il y a le gel et c'est avec ça que la femme met la main derrière et c'est ce gel-là qui facilite la sensation de pouvoir bien faire l'autopalpation. Selon des études, une femme sur 11 à une femme sur 8 aura le cancer du sein dans sa vie. Chacun doit s'éloigner des facteurs de risque et malgré la maladie, l'espoir est permis. Voilà la boule, c'est au niveau du bas là. J'ai reçu le traitement et j'ai espoir que cela ira bientôt. Il faut aussi manger pour prévenir le cancer du sein.
Ah oui, c'est bien possible, hein, chers téléspectateurs. Et pour cela, nous avons sur ce plateau M. Patrick Zinvoedo, qui est nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être là. Oui. Bonsoir, Yasmine Damata. Bonsoir, Semengaba. On parle aujourd'hui de la prévention contre le cancer du sein. Il paraît que par l'alimentation, on peut réussir à faire cela. Et pour y répondre, Patrick Zinvoedo, un nutritionniste. Alors dites-nous, Patrick Zinvoedo, en quoi l'alimentation peut réduire le risque de cancer du sein? Oui, l'alimentation peut réduire le risque de cancer du sein parce que il faut manger en fibres. Ok. En fibres. Excès de fibres. Et quand on dit l'excès de fibres, retournons simplement aux aliments riches en fibres. Je prends par exemple la graine de courge. La graine de courge, vous savez, il y a un fruit qu'on appelle citrouille. Oui. Ça, la forme, ça fait partie des familles de la papaye. Et il faut faire griller cette graine et prendre ça. C'est riche en fibres. Je prends la peau de la mangue et la mangue. Quand nous consommons la mangue, on jette la peau. Oui. Mastiquons bien la peau de la mangue avec la chair de la mangue. On consomme déjà des aliments riches en fibres. Une mangue bien mûre. Bien mûre, bien nettoyée. Les mangues bien mûres, bien nettoyées. Bien nettoyées et non les mangues greffées. Ah, parce que les mangues greffées, quand on mange, on a tendance à avoir... Le reflux. Oui. Très bien. Une mangue bien mûre, naturelle, il faut bien manger ça. Et n'oublions pas surtout les fruits rouges. Papaye, pastèque. C'est très important. Et attrapons 3 légumes importants de chez nous, en commençant par la langue de bœuf qu'on appelle glacement. Ah, ok. Glacement. Ah, ok, glacement. Oui, glacement. La menthe poivrée qu'on appelle tiayo. Ok. Et le basilic. Aimons ces genre de légumes. Apprends ça à midi avec notre pâte de maïs. Tranquillement. Tranquillement. Mais la pâte de maïs, il paraît que ça fait grossir. Et du coup, beaucoup évitent ça. Oui, ça fait partie de la culture culinaire. Mais vous savez, on n'a pas la culture de portion en Afrique, au Bénin. La culture culinaire, c'est quoi? C'est nos légumes, ce qu'on a l'habitude de manger depuis notre naissance. Deuxième chose, il faut prendre en petite quantité la pâte et beaucoup de légumes. Donc, réduire la portion de pâte, mais plus augmenter la dose de légumes. Très bien. Plus de sauce, moins de pâte. Voilà. Et la sauce doit être de couleur verte. Il ne faut jamais mettre de la potasse dans la sauce. Ne jamais mettre la potasse. Mais on sait que généralement, nos mamans, mais pas que nos mamans, mais nous autres femmes, pour cuire nos légumes, on met toujours un peu de potasse ou de la bicarbonate. C'est très dangereux. C'est pas bon. Que faire alors? Il faut préparer à vapeur dans un canari en terre cuite. Ça se concentre à couvert. Vous comprenez? Et là, le légume prend la forme et c'est facile à mastiquer. Il ne faut jamais mettre la potasse. Vous verrez que quand on met la potasse, ça devient noir. Même du vernonia? Non, le vernonia, il faut triturer. Il faut triturer 3 fois comme ça. Vous verrez que l'eau serait mousseuse. Oui. Et maintenant, il ne faut pas jeter cette eau. C'est aussi riche en fibres. Et ça lutte contre les infections. C'est très important. Donc, on boit cette eau, c'est ça? On boit ça. Et ça, c'est une bonne thérapie. C'est bien amer, hein? C'est bien amer. Oui, vous savez, on a l'habitude de l'acide sucré fermenté. Oui. Mais on oublie la mer. Donc, par moment, au moins une journée, prenons la mer, 1,5 litre, ça nous fera du bien pendant 3 mois. 1,5 litre de mer. Par semaine ou par jour? Par semaine, ça va. Par semaine, ça va. Mais donc on dit que l'obésité également, combattre l'obésité, c'est combattre le cancer. C'est normal, parce que c'est une légion. Hein, et lorsque l'obésité est là, le cancer guette aussi. Ok. Parce que, vous savez, on n'a pas l'habitude de bien manger. Bien manger, c'est pas se faire plaisir. Hein. C'est 2 choses différentes. Je veux me faire plaisir le week-end, aller s'asseoir, prendre rien que des acides fermentés. Ah, attention. Il faut avoir un plat. Et dans ce plat, nous avons les protéines animales. Exemple? En petites portions. Je prends par exemple le lapin. En protéines végétales, je prends par exemple le poisson. Oui. En protéines animales, je prends par exemple l'œuf de pintade et non l'œuf de poule. L'œuf de poule est plus riche, c'est ça? Très riche. Celui qui a 40 ans n'a plus besoin de consommer l'œuf de poule. Retour aux œufs riches en fibres. Même les poules de chez nous, là. Oui, les poules de chez nous. La pintade, la caille,
c'est bon pour nous parce qu'on a besoin des protéines. Alors, je prends les légumes. Carottes, c'est très important, ça lutte contre le cancer. Toute forme de cancer. La carotte bio et non la carotte industrialisée. Non, bio surtout. Aujourd'hui, maintenant, on a des structures qui vendent des choses naturelles. Donc, on doit avoir cette culture en nous. Qu'est-ce que je veux manger? Le mode de cuisson avant d'en consommer. Et cessons de manger tardivement les soirs. Ah oui. Ça, c'est une source d'obésité, voire cancer. Vous voulez amener les gens à compter les plafonds? Mais je raconte ma petite expérience hier. C'est à 23 heures que j'ai eu envie de manger. Ah oui. De 18 heures, je n'ai pas eu envie de manger, mais c'est à 23 heures que j'ai eu envie de manger. C'est pas bon. Je vous en prie. Et s'il arrivait que peut-être la personne n'a pas mangé toute la journée, ou bien il n'a pas eu le temps de manger, et que c'est à 22 heures, peut-être à 22 heures et il tout, s'est libéré. il peut quand même manger un peu de fruits. Bon, à 22 heures de fruits, ça doit être en petite portion pour compenser. Et quels fruits? Jus d'ananas pressé et non le sucre. Parce que dans ça, nous avons fructose, le sucre qui vient du fruit. Il ne faut pas qu'ils prennent du lait concentré ou bien du sucre blanc, ou bien c'est quoi, du sucre roux. Non. Pire encore, la date n'est pas bonne pour la soirée, c'est pour la matinée. Ou bien naturellement, il prend sa graine de couche en quantité avec une bouillie de fonio bien épaisse et c'est fini. Alors, est-ce que ça dit que le fait de ne pas bien manger, c'est ça qui conduit au cancer? Oui, c'est ça. C'est ça qui amène au cancer. Même le cancer du sein, particulièrement. Oui, surtout nos femmes, excusez-moi, les femmes aiment trop la bière. La bière glacée. Mais c'est pas bon. L'enfant frappé Gandhi. Frappé Gandhi, c'est pas bon. Je vous Mais en prie. il n'y a pas que les femmes qui prennent de la bière, les hommes également en prennent, puisque les hommes également font des cancers de sein. Oui, mais c'est rare. Mais c'est rare, mais il y en a donc. C'est pas que la femme, n'attaquons pas que la femme. Évitons, tout ça c'est industrialisé, c'est des molécules. Donc déjà, évitons la bière. Évitons la bière. Surtout quand elle est glacée. En laissant la bière. Mais réduisons. Bien non glacée. Surtout à midi. Avant de manger. Et non après avoir fini de manger. Prendre la bière avant de manger. Avant de manger. Non glacée. Non glacée. Avant de manger. Bouteille, et non la grande bouteille. Il faut qu'on mange en responsabilité. Il ne faut pas qu'on mange pour manger. Il ne faut pas voir ce que l'autre prend et prend. Non, 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 ce n'est pas bon. Tu dois connaître ton corps, maîtriser ton corps. Quand je prends les arachides, c'est quel type d'allergie le lendemain? Quand je prends acajou, c'est quel type d'allergie? Quand je prends le riz, je ne vais pas parler d'un riz, mais quand je prends le riz en amidon, j'ai quel type de constipation? Mais dites-nous, la mauvaise alimentation, comment est-ce que le cancer survient en réalité? Si on explique un peu le processus, on saura en réalité que par l'alimentation, on peut effectivement éviter le cancer. Expliquez-nous un peu. Je disais au départ, les aliments riches en fibres. Combien de Béninois prennent des fruits le matin? C'est rare. Oui. Donc commençons par consommer au moins les agrumes. Citron, pamplemousse, orange. Si je peux fusionner les trois et prendre ça dans la matinée en jus de fruits et mastiquer les graines amères, je pense que je mange. Alors, qu'est-ce qu'on mange et qui crée le cancer, qui donne le lit, qui étend le lit vraiment au cancer? C'est les aliments industrialisés, les sardines, les boîtes de conserve. Justement, qu'est-ce qu'on mange? Je voudrais savoir, hein, pour certains, le lait également conduit au cancer du sein. Oui, le lait industrialisé, le lait très sucré. Vous comprenez? Le lait de vache que nous prenons directement n'est pas aussi dangereux. Pas du tout. C'est naturel. Chauffons un peu ce lait, mettons un peu du curcuma en poudre, c'est fini. Nous consommons notre lait. Mais le lait, c'est pas bon pour une personne âgée. À la rigueur, les gens écrivent souvent le lait, qu'il faut prendre du lait écrémé. Parce que nous avons trois formes de lait. Le lait entier, demi-écrémé et le lait écrémé. Entier, c'est pour les enfants de 0 à 5. Ils ont besoin de croissance. C'est normal.
L'organisme est frais, il reçoit tout, il transforme, il rejette. Oui. Mais à 40 ans, on prend encore du lait entier le matin, ou bien du lait glacé à midi avec du pain. Oui. Mais ça, c'est pas bon. L'organisme n'en a plus besoin. On a quitté cette étape. Retournons maintenant au lait écrémé si on a envie de prendre du lait. Le lait écrémé chauffé avec la menthe et du basilic ou bien du curcuma. Là, on est dans un bon antioxydant. Et c'est riche en fibres en ce moment-là. Oui, à cause du curcuma. À cause du curcuma. Mais prendre du lait sur, c'est pas peut-être des additifs qu'on nous vend, je ne vais pas appeler le nom de certains produits, oui. Mais faisons beaucoup attention au lait. Voilà. Ok, on comprend donc qu'il faut éviter surtout les produits industrialisés. Il faut manger le plus naturel possible. Merci beaucoup à vous. Assome, je n'ajoute plus rien, vous avez tout dit déjà. C'est compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zivoideo. À très bientôt. Le grand rendez-vous pratiquement à la fin aussi. On rappelle la météo avant de partir. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le grand rendez-vous, 3e numéro pour le compte de cette semaine-ci. Demain, vous serez avec Agnat Bello-Onifalié, Olide, bien sûr, de cette édition, de l'édition, bien sûr, de demain. Parlant, bien sûr, du grand rendez-vous. Portez-vous bien et restez toujours BB24 tout à l'heure à 21h. Suivez le forum du jour. Ciao.